Il est 19h30, Madame, Messieurs. Merci de votre fidélité à cette édition d'actualité dont voici l'ossature. Pendant plus d'une heure, les yeux de nombreux spectateurs qui s'étaient réunis à la hâte de la Gombe ont une fois de plus visualisé L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, film du docteur Denis Mukwege mettant en exergue son combat. Soirée pleine d'émotions, de crainte, mais aussi de colère à suivre dans ce journal. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces, la CENI invite toutes les parties impliquées à une appropriation massive de ce scrutin, mais aussi appelle à l'accréditation des témoins, observateurs et journalistes. Toutes les institutions publiques de l'État ont été instruites à réduire leur train de vie. Décision prise ce mercredi lors de la réunion interinstitutionnelle qui était présidée par le chef de l'État. Cette restriction du budget devrait prévenir les désagréments dans la bonne marche des affaires du pays. Le point sur l'actualité, Madame, Messieurs. Merci de votre fidélité. La baisse du prix des matières premières ne laisse pas indifférents les autorités du pays. Et pour faire face à cette situation, RDC, la réunion interinstitutionnelle du mercredi dernier, tenue au Palais de la Nation, présidée par le chef de l'État, a décidé de la mise sur pied de plusieurs instructions à l'endroit du Premier ministre, du Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, des présidents des deux chambres du Parlement et plusieurs autres institutions. Les instructions parmi lesquelles on note une recommandation à la réduction du train de vie, ce qui pourrait permettre de prévenir les désagréments dans la bonne marche des affaires. Information livrée mercredi à travers les ondes de la télévision nationale congolaise. Et puis, cet important financement que vient de bénéficier l'hôpital Panzi du Sud Kivu, un financement de l'ordre de 2,2 millions d'euros octroyé par l'Union européenne et qui devra servir à la réinsertion socio-économique de jeunes filles vivant autour des mines artisanales, dont le territoire de Mwenga au Sud Kivu. Elles sont nombreuses, ces adolescentes qui travaillent sur ce site. Et la grande majorité d'entre elles sont encore en âge scolaire. Une enveloppe de 2,2 millions d'euros qui devra aussi servir à sensibiliser les parties prenantes locales sur la projection des enfants et des droits de l'homme. C'est au siège de l'Union européenne en RDC que la signature de cet important document a eu lieu. Pour le docteur Denis Mukwege, il est temps d'explorer d'autres champs où les violences faites à la femme sévissent en silence. La Commission électorale nationale indépendante a organisé cet avant-midi en son siège un point de presse axé sur les questions d'actualité en rapport avec l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. Plusieurs points ont été abordés, notamment la publication de listes définitives, l'accréditation des témoins, l'observateur et journalistes, ainsi que la campagne électorale y relative. L'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, comme toutes les autres élections, relève de la volonté du peuple congolais. Pour la Commission électorale nationale indépendante, l'organisation de cette élection avant les autres est une obligation légale faite à elle par la Cour constitutionnelle. Après la publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, cette institution d'appui à la démocratie fait appel à toutes les parties prenantes à ce scrutin à une participation massive. Cette opération d'accréditation qui a commencé le samedi 12 mars dans les 21 provinces où la CENI est représentée par ces 21 secrétariats exécutifs provinciaux, poursuit son cours jusqu'au 18 mars conformément au communiqué de presse numéro 009 par CENI RDC par 16 du 12 mars 2016. S'agissant de la campagne électorale pour les candidats à ce scrutin, la CENI annonce qu'elle débutera le 22 mars prochain et ne durera que 2 jours. La campagne électorale pour les gouverneurs et les vice-gouverneurs se tiendra au niveau des assemblées provinciales de chaque province auprès de l'électorat constitué de députés provinciaux. La Commission électorale nationale indépendante rappelle à l'opinion que le scrutin pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs est maintenu à la date du 26 mars 2016. L'annonce des résultats provisoires par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante
interviendra le même jour conformément à l'article 71 de la loi électorale en vigueur. À la question de la durée du mandat de gouverneur et vice-gouverneur à élire le 26 mars, l'article 241 de la loi électorale stipule que la CENI organise l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. À la question de la durée du mandat de gouverneur et vice-gouverneur à élire le 26 mars, l'article 241 de la loi électorale stipule que la CENI organise l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs, maires et maires adjoints de ces nouvelles provinces. Ces derniers achèvent les mandats de la législature en cours. Et dans le même registre, à moins de 10 jours de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces, la majorité présidentielle section Mongala soutient parfaitement ses candidats, un soutien qui ne vise rien d'autre que leur victoire le 26 mars prochain lors de ce scrutin. Réunis autour de la commissaire spéciale de la Mongala, Marceline Mondjiba, les ténors et autres forces politiques de la majorité présidentielle province de la Mongala peaufinent la stratégie en vue de remporter les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du 26 mars prochain. À l'issue même de la rencontre, cette plateforme politique a livré à l'opinion une déclaration visant à conforter leur position, celle de se ranger derrière le ticket de la MP à ces scrutins, Louis Mbonga et Janine Otoyo. Des candidats qui, selon toute vraisemblance, vont promouvoir le bien-être social du peuple mongalais et par-dessus tout développer la province. Nous, membres de la majorité présidentielle de la province de la Mongala, soutenons à 100% la candidature de notre camarade honorable Louis Mbonga ainsi que Janine Otoyo, candidat gouverneur présenté par la majorité présidentielle pour la province de la Mongala, parce qu'il est la personne qu'il faut à la place qu'il faut, jouissant de la probité tant morale qu'intellectuelle, ayant les soucis de la province, un homme honnête, social et compétent, tout en respectant la devise de la majorité présidentielle qui est la discipline, la disponibilité et la discrétion, telle que prônée par son Excellence Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale, en disant on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Saisissant la balle au bon, la coordination de la MP province de la Mongala soutient également le dialogue national politique inclusif initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, l'unique voie pacifique pour résoudre les différends par un consensus afin d'aboutir aux élections apaisées. Et rendons-nous de la partie est de la République, énième exploit des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagés dans l'opération Sokola 1 dans la région de Béni visant à éradiquer le rebelle ougandais ADF. 2 éléments ADF ont été tués vers Makembi et Mabanga. Le commandement ne confirme pas les informations selon lesquelles 45 corps sans vie ont été découverts au sud du territoire de Lubero. Erika Smissi. Les 2 combattants ADF l'ont été lors d'opérations de ratissage vers Makembi et Mabanga, précise le lieutenant Makazukai, porte-parole intérimaire de l'opération Sokola 1. Hier tôt matin, nos éléments qui étaient en patrouille ont neutralisé 2 éléments ADF. Nous avons également récupéré une arme AK-47. Et jusqu'à ce matin, les éléments qui ont été dépêchés en renfort sont en train de poursuivre le ratissage des environs de Makembi, de Mabanga, là où les accrochages avaient eu lieu. Réagissons sur les informations selon lesquelles 45 autres corps ont été découverts sans vie dans les sites de Lubero. Le porte-parole intérimaire de l'opération Sokola 1 ne confirme pas cette information, mais plutôt invite les personnes ayant ces informations à bien vouloir échanger avec les commandements de l'opération. Aussitôt saisi, nous avons contacté tous les commandants des opérations qui sont dans cette partie-là. Ils ne se retrouvent pas et voilà pourquoi nous saisissons cette occasion pour demander à celui qui a livré cette information de nous orienter parce que nos éléments sont présents dans la zone et comme on avait dit que les corps en décomposition seraient ramassés près de nos positions, chose que nous ne reconnaissons pas à moins qu'on puisse nous donner des orientations pour nous permettre d'échanger utilement. Pour l'instant, dans la région de Béni, les opérations de ratissage se poursuivent en renchérie des sources militaires. Erika Smissi, Béni, Biwan.
Et toujours dans cette partie du pays, le professeur directeur en philosophie et politique Giavira Mouchizi est officiellement directeur général de l'université de Bukavu. La cérémonie de remise est reprise avec son prédécesseur Biamungu Bin Rusangiza est intervenu ce jeudi. C'était en présence du gouverneur de cette province, Marsana Sichambo. Une fois installé, les nouveaux recteurs de l'université officielle de Bukavu, le prof Mouchizi Giavira a promis de travailler au bénéfice du corps professionnel de son institution avec la collaboration de tous. Mes assistants, mon problème c'est celui-ci. Ou nous sommes des universitaires, ou nous ne le sommes pas. Il faut faire le choix. Quand on est un universitaire, la devise nationale, j'y reviens toujours dans toutes vos émissions quand j'y passe, c'est la science sans la conscience et que ruine de l'âme. Alors nous sommes des universitaires, nous faisons le choix ou nous faisons semblant. Moi j'ai fait toute ma vie le choix d'être universitaire. Clair dans ce que je fais et je voudrais que les autres, que pour ceux qui sont universitaires, il en soit ainsi. Voilà. Présent à la cérémonie, le gouverneur des provinces du Sud Kivu, Marcene Tshambourouya, a invité le nouveau dirigeant de faire des étudiants de l'IOB des vraies élites qui serviront le Sud Kivu et pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Nouveau comité qui a l'avantage de la continuité puisqu'il y a les membres de l'ancien comité qui restent. Je voudrais remercier le comité sortant. Je suis au courant des efforts fournis. Et comme je pense que les professeurs resteront les mêmes, même s'ils ont changé de fonction, laisse à ce pays une jeunesse qui peut le gérer demain. Laisse à ce pays une jeunesse qui peut le gérer demain. Sinon, on va se retrouver dans des difficultés tout simplement parce que les pays voisins auront fait de l'université un centre d'excellence. Et à un moment donné, on ne prendra que des excellents. C'est à ces postes le professeur Biamungu Bin Rusangiza qui a dirigé cette institution pendant 6 ans. Il est à retenir que la nouvelle équipe de gestion de l'IOB est constituée également de Madame Clémence Bourama Eka comme administrateur de budget. Celle-ci est la première femme à occuper ces postes depuis la création de l'université officielle de Bukavu. Fermeture mercredi 16 mars du camp des retournés Hutus de Miriki. Ils ont été conduits vers Boulessa, toujours au sud du territoire de Lubero, sous escorte des FARDC et MONUSCO. Mais il semble que tous ne seraient pas partis. Patrick Itema nous fait le point. Les retournés Hutus sont partis ce mercredi 16 mars 2016 sous escorte des éléments de FARDC et de la MONUSCO pour Boulessa. C'est un groupement Ikobo en territoire de Lubero. D'après la source, ils sont cantonnés dans un camp à partir duquel chaque notable local viendra retirer les personnes qu'il estime reconnaître ou pense pouvoir les insérer socialement sans difficulté. D'après nos sources à Miriki, au sud de Lubero, il semble que tous les Hutus ne sont pas partis. Certains jeunes seraient encore visibles autour de la zone de départ. Toutefois, leur départ est un ouf de soulagement selon les autochtones. Patrick Kitema, Butembo, Biwan. Et dans la nouvelle province de l'Alaba, sachez que les 21 orphelins sinistrés de l'éboulement produit dans l'entité vont dans les tout prochains jours bénéficier d'une assistance de la part des autorités territoriales. Cette résolution ressort de la réunion convoquée ce jeudi par le commissaire spécial Richard Mouyej-Manguez-Mons avec les membres de son bureau. Je vous propose de suivre le compte-rendu de cette rencontre. Le message sur l'accident, expliquer ce qui s'est passé, expliquer les actions qui sont en cours et ensuite surtout montrer les côtés sociaux de la société, ce que nous voulons faire pour pouvoir nous occuper de ces familles-là qui ont perdu en fait leur papa. Et pour pouvoir accentuer ces recherches, nous avons fait des accès des routes qui arrivent jusqu'à la zone d'éboulement. À ce temps précis, il y a des engins qui sont arrivés là-bas et qui travaillent. Nous regrettons vraiment qu'il y ait des pertes en vies humaines et la société ne s'occupe pas seulement de faire des actions de sauvetage et des actions de récupération. Nous avons informé son Excellence que nous nous intéressons aux 21 orphelins de père que cet accident a causé. En fait, nous avons dénombré 21 enfants qui vont rester sans leur papa. De suite de cet accident,
La société est en train de penser, de s'imaginer ce qu'elle pourrait mettre en place pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Ensuite, de pouvoir aussi gérer au niveau de la famille pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer des personnes qui vont continuer à nourrir en fait ces familles là-bas. Et l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, section Nord Kivu, demande au gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population. Déclaration faite ce 17 mars à Goma par le secrétaire interprofessionnel de l'UNTC Nord Kivu, Kambale Luanga, en marge de la commémoration de la Journée internationale du travail social. Pour lui, l'insécurité dans la province est due au manque d'emploi des jeunes qui se livrent aux actes de vandalisme. Journée mondiale du travail social. C'est sous le thème « Promouvoir la dignité et la valeur de la personne humaine par l'action sociale » que cette journée a été célébrée. Occasion pour l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC Nord Kivu, de faire la lecture sur la vie que mènent les Nord Kivusiens en général et les Gomatraciens en particulier. Le social dans la province du Nord Kivu est au rouge. C'est pour vous dire que les travailleurs, malgré ces prestations sociales qu'il fait dans les milieux socio-professionnels, il n'est pas à mesure de lui-même de se construire une maison, de faire étudier les enfants dans de belles écoles, de nouer les deux bouts du mois. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans la province de Nord Kivu? C'est ce que je vous ai dit, la situation est au rouge. Ça veut dire que nous avons un grand nombre de la population est dans le chômage. Les gens qui font les prestations ne représentent pas, ça représente 3 à 5% de la population de la province. Alors, c'est comme ça que vous trouverez que dans la province, il y a maintenant des problèmes, des histoires de guerre de répétition, des groupes armés qui se sont traduits à des entreprises. Vous allez voir des histoires ici de kidnapping qui sont devenues des histoires courantes pour seulement rationner la population. Et ça pose un problème. Pour l'INTC, il faut une intervention urgente des autorités à tous les niveaux pour améliorer les social de la population. Et nous demandons aux autorités de s'impliquer pour mettre fin à cette histoire. Pour que le social change, il faut que les autorités réfléchissent sur la création d'emplois. On doit redynamiser les grandes entreprises de la province qui ont existé à l'époque. Retour dans la capitale pour parler du PNUD qui a organisé une rencontre avec les professionnels des médias, rencontre au cours de laquelle le directeur du PNUD pays a rappelé devant les journalistes les interventions du PNUD en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Au cours de ces échanges avec le Chevalier de la Plume, le programme des Nations Unies pour le développement a fait valoir les réalisations accomplies jusque-là en RDC dans plusieurs secteurs de développement, notamment dans celui de la réduction de la pauvreté, et appuyé la RDC à faire plus de progrès dans la lutte contre les inégalités sociales. Je pense aujourd'hui c'était l'opportunité de partager avec les médias ce que nous avons fait ici en RDC ces 40 dernières années. Et donc c'était aussi une opportunité pour nous de partager notre rôle ici en RDC, les réalisations qu'on a pu accompagner au fil de ces 40 années et les perspectives en termes de développement et de notre accompagnement auprès du pays. Ce programme des Nations Unies promet de s'investir dans le programme multidimensionnel du développement en RDC pour permettre l'atteinte d'une croissance inclusive au bénéfice de la population congolaise. Je pense, comme on l'a souligné lors de nos échanges, il y a eu des réalisations qui ont été faites. Nous avons retracé les objectifs du millénaire pour le développement, les progrès qui ont été faits, mais nous avons aussi noté qu'il y a encore des progrès à faire. Et c'est là où on va continuer d'appuyer la RDC en termes d'un développement multidimensionnel et à atteindre une croissance qui est de plus en plus inclusive et qui va plus bénéficier les populations. Le PNUD continue à soutenir plusieurs secteurs liés au développement en termes de justice, de l'environnement et de bonne gouvernance, des thématiques importantes pour la croissance de la République démocratique du Congo.
Une autre rencontre avec les professionnels des médias, c'est celle organisée à l'intention des membres du réseau de communicateurs dans le secteur environnemental. Ils ont été suffisamment outillés sur les normes d'investissement des institutions financières internationales. Les journalistes du réseau des communicateurs de l'environnement ont bénéficié d'un atelier d'information sur les investissements des institutions financières internationales qui appuient dans le domaine de ressources naturelles en RDC. Objectif est de faire savoir à ces chevaliers de la plume l'impact et le respect des normes environnementales par ces institutions financières auprès des communautés locales. Aujourd'hui, avec les questions du changement climatique, de la gestion des ressources naturelles, donc il y a des normes qui sont internationales et nationales, et les normes aussi au niveau du pays que ceux-là qui travaillent au niveau de la RDC doivent aussi respecter, parce que nous sommes aussi un pays démocratique et un pays qui est responsable, et donc on ne peut pas venir travailler dans un pays sans pour autant respecter les normes environnementales, parce que l'environnement aujourd'hui c'est un enjeu de taille, et si on n'arrive pas à bien protéger ça, cela veut dire que nous ne faisons rien et nous ne pouvons pas vivre dans un monde où les questions environnementales et la nature n'est pas prise en compte. À la fin de toutes ces informations, les journalistes membres de ce réseau doivent produire une carte permettant aux acteurs de la société civile et aux journalistes de faire les investigations sur les projets de ces institutions qui sont en exécution pour savoir si les droits communautaires locaux sont respectés. Toujours dans ce même secteur, les femmes de la communauté universitaire de l'UPEN se sont mobilisées aux côtés des hommes en vue de combattre l'insalubrité dans leur milieu universitaire. Femmes enseignantes, professionnels, personnel administratif féminin, étudiantes de toutes facultés confondues ont répondu massivement à cette initiative éco-citoyenne sur l'assainissement, l'initiative du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale. Coup de balai, ramassage d'ordures, véritable exercice pour ces femmes. Elles sont professeurs, membres du corps administratif, corps scientifique. Elles font toute partie de la classe intellectuelle de l'Université pédagogique nationale. Pour ces femmes, l'assainissement du milieu est gage d'une bonne santé pour tous, et en tant que femme, mère, quoi de plus normal que de rendre salubre son milieu. Un professeur, dispensateur des matières scientifiques, oui, mais aussi enseigné par l'exemple sur l'assainissement de son milieu, est une lourde tâche qui leur revient. Éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Si la maman s'implique, les autres vont suivre et ils trouveront que c'est le modèle à suivre. Les femmes professeurs ne peuvent pas travailler, non. Les femmes professeurs doivent aussi s'impliquer parce qu'à partir d'eux, les autres pourront suivre. Initiative plutôt salutaire. Pour cette étudiante en relations internationales, pareil acte contribue au changement des comportements dans la société. Mais aussi, cela constitue une véritable barrière contre d'éventuelles maladies. C'est la toute première fois à l'UPEN. Ça n'a jamais été. Aujourd'hui, un bon matin, nous sommes réveillés et ça a été communiqué quand nous sommes arrivés. Tout le monde était en mouvement. L'assainissement est très important pour la femme. La femme ne doit pas baisser ses bras. La femme doit travailler, apporter un plus dans la société. C'est très important. Donc pour le changement de la société, c'est ça. En tant que femme, moi je suis contente parce que nous sommes d'abord des mamans, des femmes domestiques. Nous devons rendre propres tous les lieux où nous habitons pour préserver notre santé. C'est pour cela que moi aussi je contribue à la propreté de l'université parce que ça fait partie aussi des activités intellectuelles. Dans la Salton, ce n'est pas bien réfléchi. Que nous devons nous-mêmes nous prendre en charge pour assainir nos milieux en tant que femmes d'abord, maman. Nous devons soutenir l'hygiène dans le milieu où nous vivons pour nous épargner de beaucoup de maladies et de beaucoup de maux. Cette action d'assainissement à laquelle ont pris part ces femmes n'en restera pas là. Elle bénéficie également du financement du comité de gestion de cette université. C'était très sale. L'insalubrité avait pris sa place ici. C'est pourquoi nous avons décidé de vraiment disposer un fonds conséquent à cette action. Et je crois qu'avec ce coup de balai par-ci, le coup de coupe par-là, je crois que d'ici 5 ans, l'UPEN sera vue autrement, sur tous les plans en fait. Cette initiative du recteur de cet alma mater visait à faire participer aussi les femmes dans pareille action de développement, surtout en ce mois de mars. Ces dernières étant actrices du changement et du développement au sein de la société.
Coopération, réponse du berger à la bergère. L'ambassade de Chine en RDC, par le biais de son premier conseiller, a réagi suite aux plaintes manifestées en début de semaine par des commerçants congolais qui s'indignent contre la procédure d'octroi de visa via l'agence de sous-traitance VS. Indignation également manifestée contre les frais jugés exorbitants qui varient entre 100 et 150 $ américains. Yann Yumin a fait savoir que la création de ce centre de service de visa chinois vise à améliorer la qualité de service de ce document et qui ne pouvait plus satisfaire pleinement les besoins croissants de demande de visa chinois en RDC à cause de la limite du personnel et de l'espace. Il a également noté que les frais de visa additionnés aux administratifs perçus par l'agence sont toujours inférieurs aux frais de visa congolais qui sont maintenant perçus à Beijing. Le sport, le Nord Kivu compte organiser le mois d'avril prochain une compétition de tennis qui réunira les tennisman de pays de la sous-région des Grands Lacs, dont le Rwanda, la RDC, le Burundi, le Kenya et d'autres. Cette annonce a été faite à la presse ce jeudi à Goma par le président de la Ligue provinciale de tennis, Simon Oka-Azungu. À la fin du mois d'avril, nous allons appeler des joueurs, des athlètes qui vont venir du Burundi. Nous sommes en contact avec certains joueurs qui vont venir du Kenya et d'autres de l'Ouganda, du Rwanda et de Kinshasa. Vous savez, le tennis, c'est la discipline qui a glané les médailles, et des médailles d'or au niveau des Jeux africains qui se sont tenus l'année passée au Congo-Brazzaville. C'est au niveau du tennis que nous avons gagné des médailles d'or avec nos athlètes au niveau du tennis. Donc, le tennis est en train de se réveiller en République démocratique du Congo et aussi au Nord Kivu. Le Nord Kivu est considéré par beaucoup de gens comme, quand on parle du Nord Kivu, les gens pensent à la guerre, avec une mauvaise publicité où on parle même des violences sexuelles. Mais il faudrait qu'en République démocratique du Congo et partout ailleurs, on sache que le Nord Kivu, ce n'est pas seulement ça, mais il y a des jeunes talents. Vous savez ce que Innocent Baloum avait fait à Kinshasa, mais nous sommes capables de faire la même chose avec la discipline du tennis. En ce mois, à la fin de ce mois de mars, déjà le dimanche, ça va être le 20. Ouais, ça va être le 20. Nous allons partir à Kigali avec une délégation de nos athlètes pour représenter la RDC à un tournoi de commémoration de mémorial d'un des grands joueurs qui était un champion des pays des Grands Lacs, qui est décédé l'année passée. Ça fait exactement une année qu'il est mort. Alors à l'occasion, la Fédération nationale rwandaise a organisé un tournoi pour son honneur. Alors nous allons amener nos athlètes depuis le dimanche, ça verra toute la semaine prochaine. Et nous allons voir ce que nos athlètes vont produire comme travail. Et toujours en sport, l'AC Oudjana a fait 2-2 avant l'AC avec l'AC Ascoli au tournoi Viareggio en Italie. Les 2 buts de Oudjana ont été réussis par Shadrack Muzungu à la 7e et 73e minute du jeu. Céphas Kamba, notre envoyé spécial, nous fait le point. Bonjour Kinshasa, bonjour RDC, bonjour l'Afrique. Nous sommes enfin dans la ville de Viareggio, ici en Italie. Et bien c'est toujours dans le camp de votre équipe favorite, bien aimée, cette équipe qui représente valablement la jeunesse congolaise. Oudjana Athletic, ça va faire près d'1 semaine que nous sommes ici en Italie. Et hier, nous avons eu à livrer le tout premier match de la compétition. Et ça a été justement en notre faveur. 2-1. Et bien franchement c'est déjà un très bon début pour notre équipe. Alors les gars, vous êtes là ou quoi? Voilà, on est là. Hier on a gagné. Alors quelques impressions de nos joueurs qui sont là. Alors on va commencer avec qui? Alors le monsieur que vous voyez là, et ben c'était l'homme du match. Alors sentiment nous allons lobby déjà, tout bêti, tout gagné. En plus aussi moi l'embonayo. Bon sentiment à l'ébauché Zali, qu'on a qu'à O Ezali, premier match na biso, pour gagner à lobby et continuer la compétition. On s'est dit au revoir par cette note cinématographique avec la 2e soirée de projection de films documentaires sur le docteur Mukwege. Le public de la Gombe a eu droit au film de Thierry Michel et de Colette Brackman, L'homme qui répare les femmes, colère d'Hippocrate. Ce film met en exergue le travail de ce gynécologue qui, depuis 20 ans, répare les femmes violées dans l'Est de l'RDC. Revivons ce qu'a été cette soirée à travers cet élément que nous propose Christian Elongo.
Ils étaient encore plus nombreux que la veille. Les publics de l'Institut français, la Gandale de la Gombe, venus assister à la deuxième et dernière soirée de projection du film sur le travail du docteur Denis Mukwege. Deuxième acte, un film choc, l'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Pendant 1h55, Thierry Michel et Colette Brackman peignent les tableaux plus que sombres des atrocités que subissent des milliers de femmes au Kivu, dans l'est de la RDC. Je me dis comment cette personne peut se relever, comment elle peut encore se mettre debout. Moi, je suis très, très impressionné parce que je crois que ce qu'elles subissent suffit pour les abattre pour de bon, mais ce sont des femmes courageuses qui reprennent, pas seulement se battre pour leurs droits, mais se battre également pour le droit de leurs enfants, le droit de leur communauté, le droit de leurs pères. Et ça, je trouve que l'avenir de ces pays est dans ces femmes qui sont formidables. Depuis 2 décennies, plus de 40 000 femmes ont été violées dans l'est de la RDC. Au-delà de la colère et de l'indignation, la réaction du public venu assister à ces 2 jours de projection ne sera plus la même. Ému par les témoignages de ces jeunes filles qui ont été violées, qui ont subi des atrocités. Et on s'est dit que ça pouvait être soit sa propre mère, soit ça pouvait être sa sœur. Donc c'est un sentiment, c'est une émotion terrible. Maintenant, il faudrait que chacun d'entre nous soit acteur pour que cela cesse une fois pour toutes. Je suis impressionnée par les femmes, par le docteur Mukwege et toute son équipe. J'ai envie de soutenir dans la communauté internationale. Oui, évidemment, c'est gênant, c'est extrêmement perturbant de voir des images comme ça. Mais je trouve ça aussi motivant. On sait pourquoi on se bat maintenant. Qu'on soit des professionnels de l'humanitaire ou de simples citoyens, on sait contre quoi on se bat en voyant ces images-là. Action et mobilisation. Il est plus que temps. Ça fait 20 ans qu'il se bat tout seul. Il serait temps qu'on soit tous derrière lui maintenant pour l'épauler et faire réagir tout le monde sur ces questions-là. Les politiciens du pays, mais aussi les politiciens de toute la communauté internationale. Il devrait y avoir une levée de bouclier mondiale. C'est incroyable qu'on ait attendu 20 ans. 2 jours de cinéma, 2 jours de débats, 2 jours d'émotions et de colère. Il était temps de rompre les silences sur ces barbaries, à chacun d'agir afin de mettre définitivement fin à ces atrocités. Et voilà, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition d'actualité. L'information se poursuit au www.bonetv.com. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.